Bonsoir à tous. Est-ce que nous sommes à l'image? Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je me vois. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire du Club Iéna consacré aux attentes de l'étudiant de demain, et aux étudiants de demain. Et oui, eux aussi auront droit à un monde de demain, on l'espère, un monde mieux que celui qu'ils connaissent aujourd'hui. La vie d'étudiant ne ressemblera pas à celle qu'ils ont connue il y a au moins un an. On le sait, on a appris à travailler et donc à apprendre autrement. On attend sans doute autre chose de l'université et des grandes écoles, on le verra, à commencer d'ailleurs par donner du sens à son parcours. Alors, entre quête de sens et nouvelles méthodes d'apprentissage, comment les institutions d'enseignement supérieur se réinventent-elles? Quelles expériences étudiantes et apprenantes doivent être imaginées? Pour en parler, j'ai la joie, le plaisir, l'honneur, devrais-je dire, d'avoir avec nous Monique Roseau, présidente de l'OVE. Vous savez, l'OVE, c'est l'Observatoire de la vie étudiante qui scrute l'intimité des étudiants dans leur vie quotidienne. Bonjour Monique, et bienvenue. Bonjour, merci de cette invitation. Bonjour à tous. Bonjour, Franck Bournois, le directeur général de l'ESCP, la grande école de commerce implantée partout en Europe et surtout à Paris. Bonjour Franck. Bonsoir à tous. Vous êtes où là, Franck? Vous êtes à Paris? Parce qu'il y a des campus partout à l'ESCP. Donc Oui, absolument, je suis à Paris. Bon. Enora Lorcy, vous êtes vice-présidente étudiante à l'université Gustave Eiffel, le nouvel ensemble qui s'est constitué récemment. Bonjour Enora. Bonsoir à tous, et je suis vice-présidente étudiante. Qu'est-ce que j'ai dit? Vie étudiante, c'est pas très loin, mais... Voilà, les journalistes sont toujours dans l'approximation, et heureusement que vous êtes là pour nous en dire, nous préciser tout cela. Et bien entendu, notre invité qui va aussi nous servir de fil rouge, conduire ce webinaire avec Louis Vogel à mes côtés, Gilles Roussel, président de l'université Gustave Eiffel, que j'ai connu président de la CPU récemment. Bonjour, monsieur Roussel. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je reste sur bonjour. Louis Vogel, bonjour. Merci pour votre invitation aussi. Alors, pour commencer, quelques mots d'introduction pour ce webinaire consacré à demain. D'accord. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Cette rencontre, c'est la troisième d'un cycle qui est organisé par le Club Iéna consacré aux grands enjeux des universités. Le prochain séminaire sera consacré aux relations université-entreprise et plus spécialement à l'innovation. Et ce soir, comme Gilbert l'a dit, nous allons parler des étudiants. Alors, je voudrais commencer par une interrogation. Quand nous posons la question « Comment répondre aux attentes des étudiants du XXIe siècle ?», la réponse que nous donnons aujourd'hui, en mars 2021, après un an de pandémie, est-elle vraiment si différente de la réponse que nous aurions donnée en janvier 2020? À la réflexion, et malgré ce qu'a dit Gilbert tout à l'heure, je pense que non. La pandémie n'a pas fondamentalement changé la tendance. Elle a plutôt créé un effet de loupe, elle a mis l'accent sur un certain nombre de choses, elle a fait révéler des zones d'ombre, elle a accéléré les changements aussi, et elle offre peut-être un point d'observation nouveau sur des tendances qui étaient déjà installées auparavant. Alors, pour lancer le débat, quelles sont ces tendances de fond qui caractérisaient déjà l'université française avant la pandémie? Je crois qu'il y avait, je peux en oublier, mais au moins 4 demandes essentielles de la part des étudiants dans le contexte du XXIe siècle. Avant de les lister, je voudrais faire une remarque initiale. Il est évidemment très difficile de parler des attentes des étudiants en général. En fait, il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'étudiants. Et je crois que même les profils des étudiants aujourd'hui n'ont jamais été aussi différents à aucune autre époque. Les attentes, les motivations, les origines sociales, culturelles, les origines géographiques, l'âge d'accès aux études, tout cela varie d'un étudiant à l'autre. Ce qui signifie concrètement que si on veut construire un système qui réponde à ces attentes, ce sera nécessairement un système ouvert, varié, diversifié, qui n'a plus de solution unique. Et que peut-être notre système apparaît d'ores et déjà trop monolithique par rapport à toute cette diversité. Alors, j'en arrive aux 4 attentes fondamentales que j'essaie de caractériser. La première, je pense que c'est une attente de clarté, d'orientation. Dans les générations précédentes, je prends mon cas, c'était très clair, on faisait un DEA dans une certaine matière, on pouvait trouver du travail dans cette matière,
et c'était quasiment automatique. Il y avait plus de demandes que d'offres sur le marché, en fait. Hein. Alors, aujourd'hui, les étudiants, ils ont envie d'avoir quelque chose d'assuré. Et la meilleure preuve de cela, c'est que c'est le succès de certaines filières. Les filières qui proposent un débouché professionnel clair. Je pense à la médecine, au droit, l'ingénierie, le commerce, Franck, ou bien aussi les filières qui proposent un encadrement très fort. On se sent pris en main. Ça, c'est les classes prépa, les IUT. En fait, c'est parce que le contrat pédagogique est clair que les étudiants sont attirés. Alors, cette attente, je crois qu'il faut qu'on la prenne très au sérieux, il faut la traiter, entre guillemets, parce que toutes les filières d'enseignement supérieur, justement, n'offrent pas ce contrat clair aux étudiants. Et ça, c'est un problème. La deuxième attente, peut-être plus évidente encore en période de pandémie et de cours à distance généralisés, c'est une demande de participation, d'interactivité. On sait très bien que, bon, les sciences cognitives, l'éducation le montrent, on apprend très peu en écoutant ou en recevant passivement. On apprend véritablement et durablement que lorsqu'on est placé dans une posture active de résolution de problèmes. Et donc, dans tous les pays étrangers, on voit bien que les universités mettent l'accent aujourd'hui sur l'apprentissage par projet, sur les travaux dirigés, etc. Or, l'innovation pédagogique, je crois que dans notre pays, reste encore trop souvent cantonnée à des enseignants convaincus. C'est pas généralisé du tout. Et souvent, le modèle par défaut reste le cours magistral. C'est spécialement vrai dans ma matière, hein, le droit. Vous savez bien comment ça se passe. Hein, on voit les étudiants qui suivent le bouquin sur le bouquin du professeur. Donc, je crois que c'est véritablement dépassé, qu'il faut passer à autre chose et peut-être profiter de ce moment. Je rejoins Gilbert là pour aller plus loin. Alors, je crois que c'est toute la posture du professeur qui a changé. Plutôt que des experts qui transmettent un savoir, hein, des magistères, ils doivent être des mentors, ils doivent bouger les choses. Et ce qui signifie qu'il faut penser, alors nous on en est très loin dans mon domaine, il faut former les professeurs d'université à la pédagogie. Il faut leur apprendre à enseigner. On est très loin de ça parce que nos concours ne préparent pas spécialement à ça. C'est différent dans les écoles, mais alors à l'université, ça n'a absolument rien à voir avec la formation, hein, la manière d'accéder au poste. La troisième attente, très forte à mon avis, concerne l'ouverture et la transversalité des parcours de formation. C'est les classes préparatoires, les UT sont des bons modèles parce qu'ils proposent de la pluridisciplinarité, ils proposent de la spécialisation progressive. Et puis depuis quelque temps, les parcours universitaires cherchent à se rapprocher de ça, avec différents systèmes, les majeurs mineurs, les UE d'ouverture, les doubles cursus, etc. Et ça plaît beaucoup aux étudiants. Et ça ouvre l'esprit. C'est une façon moins scolaire, finalement, de recevoir des enseignements. Et je crois qu'au-delà de cela, il faut multiplier les situations d'apprentissage, valoriser l'engagement étudiant, les expériences associatives, les expériences d'entrepreneuriat, les stages et les apprentissages, les expériences à l'étranger. En fait, tout cela fait aujourd'hui partie de la formation universitaire. Tous les universitaires n'en sont pas encore convaincus. Moi, je me rappelle de jury de sélection. Ah, vous avez passé un an à l'étranger, mais qu'est-ce que vous avez fait avec un air de soupçon ça vaut peut-être pas un an chez nous. Pas en même temps. Alors, la quatrième attente, dernière et fondamentale à mon sens, c'est une attente de justice et d'équité. C'est peut-être le point le plus dérangeant. Notre système de formation supérieure reste profondément inégalitaire. Et il est fondé, bien sûr, sur un discours méritocratique, ouverture, égalité des chances. Et pourtant, étude après étude, les faits montrent qu'il est très profondément modelé par des mécanismes qui visent à la reproduction sociale. Et je crois que les étudiants le ressentent. Ils ont le sentiment que notre société n'est pas si ouverte que cela, qu'elle n'est pas vraiment égalitaire, que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Et moi, je le ressens beaucoup. Par exemple, il y a une université à Melun, la ville dont je suis le maire. Heureusement qu'il y a ce parcours à Melun, Paris 2, etc. Il y a une chance pour eux d'y aller. Certains étudiants ne pourraient même pas se payer un logement à Paris. Donc, c'est très compliqué. Tout le monde ne part pas à égalité. Et je crois que ce sont des questions qu'il faut qu'on affronte aujourd'hui, qu'on profite un peu de ce chamboulement général pour remettre tout ça sur la table.
Et Gilles, tu étais la personne idoine pour en parler. Pas seulement parce que tu es à la tête d'une université, Gustave Eiffel, mais aussi tu as été élu président de la CPU fin 2016 et renouvelé en 2018. Jusqu'à là, tu viens de cesser tes fonctions en décembre 2020. Et toutes tes actions pour nos universités, nos étudiants ont toujours été exemplaires. Tout le monde le reconnaît. Donc, je passe le relais et c'est le moment d'y aller. Alors, vous avez compris, ce ne sera pas un webinaire tiède. Hein. On est rentré dans le dur directement avec Louis Vogel. Et Nora, j'ai envie de vous passer la parole parce qu'il a parlé beaucoup des étudiants. Ma première question, c'était pour l'ensemble des intervenants. Qu'est-ce qui a changé au fond? Alors, Nora, deux questions. Qu'est-ce qui a changé selon vous et qu'est-ce que vous dites à Louis Vogel qui a identifié quelques points clés de cette transformation? Ce qui a changé au fond, en fait, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que ça n'a pas réellement changé, c'est juste que maintenant on le voit et c'est plus seulement un problème qu'on doit gérer au sein de nos universités, c'est devenu un problème de société où il faut qu'on agisse massivement et à une échelle beaucoup plus élevée que juste dans nos universités. Après, sur les attentes des étudiants qui ont été identifiées, je vous avoue que je ne les avais pas forcément toutes identifiées. Deux, trois, ça suffira pour commencer, hein, Nora. Oui, voilà. Allez-y. Non, mais justement, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos sur l'inéquité parfois ou l'inégalité sur des attentes au niveau de l'organisation de l'université que certains appellent de leur vœu? Gilles Roussel nous en parlera tout à l'heure. Il n'a pas la langue dans sa poche, vous verrez lui non plus. Sur l'organisation de l'université, par exemple. Je ne suis pas vraiment sûre de ça. Une attente de justice et d'équité, oui, mais ce serait plus une attente de l'individualisation des parcours, en fait. Une attente d'une formation qui réponde clairement aux attentes des étudiants et qui s'adapte aux attentes qui peuvent changer, parce qu'on reste quand même à un âge où on évolue encore beaucoup. Ben oui, une réflexion frappée du coin du bon sens. Merci Nora. Alors Monique Ronzon, qu'est-ce qui a changé selon vous? Vous observez la vie étudiante avec l'OVE, alors qu'est-ce qui a changé selon vous? Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos notamment du Vogel aussi? Oui, alors évidemment, on se retrouve, je pense tous, dans ce qui vient d'être dit par Louis Vogel, mais je crois qu'au-delà de ces 4 points qui sont assez structurants finalement, hein, pour essayer de définir une réponse qui soit adaptée à la situation effectivement très très différenciée des étudiants, il y a aussi des dimensions, je dirais, plus qualitatives. On a vu dans les réponses à nos 2 dernières enquêtes émerger une exigence je dirais presque de bien-être dans la vie étudiante et bien-être au sens très large. On y reviendra sûrement, mais cette notion de vie étudiante, elle n'a plus du tout le même sens que ce qu'elle pouvait avoir dans les années 70 ou 80. On est sur une dimension de parcours d'études, certes, mais de parcours de vie. Et donc, de concevoir une réponse sur de futures attentes des étudiants dans une logique globale. On a tendance à beaucoup cloisonner. On a très longtemps, dans les politiques des universités, parler de la vie étudiante à côté du reste et certainement pas comme un élément stratégique d'attractivité. Ça a beaucoup changé. C'est en train de se modifier, y compris dans le regard des étudiants. Et donc, on aura probablement à tenir compte aussi de cette demande-là. La demande, elle est sur l'urgence et sur les situations, je dirais même pas d'inégalité, mais de précarité qui ont été renforcées par la crise. Mais au-delà de ça, il y a des demandes, je dirais, plus fondamentales, d'avoir un système qui les prenne en considération comme de véritables étudiants au sein d'un parcours global, un parcours qui les mène vers une autonomie, qui mettent en avant de façon extrêmement fréquente et forte dans les réponses qu'ils nous donnent. Un autre sujet d'ailleurs qu'on pourra évoquer, c'est la revanche des villes moyennes qui, de ce point de vue-là, propose une qualité de vie et un accompagnement qui est peut-être plus sur mesure pour évidemment des promotions plus réduites. Et c'est là aussi le mouvement qui s'opère. Franck Bournois, chez vous, on a accéléré brutalement aussi, hein, puisque du jour au lendemain, on a dû arrêter les cours, on a dû passer à autre chose. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Oui, c'est ce qu'a dit Louis Vogel est très juste. Hein. Moi, je considère qu'on a vécu une accélération et qu'il faut regarder les choses très positivement. Il y a des bénéfices importants, au-delà des aspects sanitaires de la pandémie. Ça permet à l'ensemble de l'enseignement supérieur, j'allais dire université comme école, ça va permettre de nous transformer. J'allais dire, c'est une accélération pour la capacité d'amélioration. Évidemment,
j'imagine qu'on y reviendra. Il y a des nouveaux rapports avec la technologie, que ce soit pour le corps professoral ou que ce soit pour les élèves. Et paradoxalement, on va redécouvrir, alors qu'on aura plus de densité technologique, on va redécouvrir l'importance, l'intensité, la valeur ajoutée de l'échange humain. Et c'est pour cela que ça ouvre plein de perspectives. Ce qu'a dit Nora est extrêmement juste sur le souhait d'individualisation. Et paradoxalement, là aussi, la technologie et la variété des ressources digitales, ça va permettre, cette automatisation, cette massification va permettre l'individualisation des parcours. On le voit déjà largement, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Et puis, quelque chose qui est très bien aussi, je trouve, et là, il va y avoir des révolutions, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que plus que jamais, on va avoir une dynamisation de cet écosystème professionnel, l'importance de la pratique, parce qu'on est entré dans quelque chose de très vrai. Louis le disait tout à l'heure par rapport à la suspicion sur des étudiants partant à l'étranger, mais on va avoir quelque chose qui est très fort, c'est l'obsolescence de la connaissance très rapide dans un monde professionnel. Donc, il va y avoir un écosystème qui va se resserrer, je trouve, avec l'entreprise, les organisations, le secteur public qui vont employer nos étudiants. C'est une préoccupation très forte chez les élèves et chez les étudiants. Et tout ça est en totale transformation. Moi, je suis extrêmement optimiste sur ce qui va se passer. Gilles Roussel, vous avez vu, on est parti bien en tête. Hein. On a tout pris de front. Alors, avec vous, vous avez une vision très large. D'abord, vous représentez un établissement extrêmement vaste. Vous représentez également, au titre d'ancien président de la CPU, un ensemble qui a traité, qui a adressé beaucoup de problèmes à l'époque aussi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Même question pour vous, au fond. Alors, je sais qu'on pourrait rester 2 heures pour évoquer tout ce qui a changé, mais en quelques mots. Oui, c'est assez difficile de passer après toutes ces interventions plus pertinentes les unes que les autres, mais je reviendrai bien sur quelques points quand même pour insister dessus. Donc bien sûr, moi ce que je pense qui a vraiment changé par rapport à ce qui se passait avant, c'est la prise de conscience que la réussite étudiante, elle ne passe pas uniquement par la réussite dans les études, mais par la réussite de quelque chose de global. Ce dont la plupart des gens ont pris conscience, c'est que un étudiant qui a du mal à se connecter à Internet pour suivre ses cours, eh bien c'est vraiment une difficulté pour lui. Un étudiant qui doit faire des déplacements d'1 heure pour venir à l'université, c'est pas exactement les mêmes conditions d'études qu'un étudiant qui loge sur place. Et donc toute cette dimension-là qui était souvent masquée par le fait qu'on considérait que tous les étudiants étaient gérés à peu près pareil, eh bien elles nous ont sauté au visage, sauté aux yeux, on va dire, et faire abstraction de cette dimension-là demain sera vraiment très difficile. Donc, comme le disait Monique Ronzeau tout à l'heure, la prise en compte de l'expérience étudiante de façon globale comme une expérience de vie étudiante et pas uniquement comme une expérience de formation et liée juste à l'acquisition de savoir, je pense que c'est un vrai tournant que vont prendre les universités dans l'avenir et probablement plus marqué que dans les écoles où déjà cette dimension-là était plus prise en compte que dans nos universités. Donc vraiment, moi, ce que je retiendrai, c'est cette évolution, même si, comme le disait Louis, c'est une tendance qui était déjà existante dans nos établissements, mais la pandémie va l'accélérer et va renforcer cette prise en compte et le fait que l'ensemble des enseignants s'en sont rendus compte, alors que souvent, ça restait au niveau des stratégies d'établissement. L'autre point sur lequel je voulais insister, là, je suis peut-être un petit peu en désaccord avec ce que disait Louis Vogel. Je suis pas sûr que les étudiants attendent tous de la pluridisciplinarité. Ce que je pense, c'est que tous, ils attendent qu'on puisse leur proposer, comme le disait Nora, une individualisation des parcours et la possibilité d'avoir effectivement cette pluridisciplinarité quand ils le souhaitent, de la spécialisation quand ils le souhaitent, et d'une orientation très professionnelle quand ils le souhaitent, ou des choses un peu plus théoriques qui mèneraient vers des métiers plus de la recherche ou même l'acquisition des savoirs en général. Et donc c'est cette individualisation des parcours, je pense, qui
qui existait déjà par le passé, mais qui probablement a été on a montré avec l'utilisation des nouveaux outils, le fait que on permette à certains étudiants d'aller plus lentement ou plus rapidement que d'autres dans les enseignements. Eh bien, je pense que ça nous a montré aussi que l'individualisation des parcours en utilisant les outils, en utilisant des pédagogies différenciées, eh ben, c'est peut-être plus facile que ce qu'on aurait pu imaginer quand on dispense des enseignements de façon assez classique, comme c'est encore le cas malheureusement dans beaucoup de filières. Alors Louis Vogel va réagir. Juste une petite réaction de votre part sur ce qu'a dit Louis. Il l'a dit comme ça, il l'a glissé, mais c'est quand même fondamental. C'est la relation du sachant vers l'étudiant. Il parlait de ses profs qui regardaient parfois avec un air dubitatif l'étudiant. On voit bien que là, il y a une modification et quand on a préparé ensemble, vous me disiez, c'est aussi un enjeu important dans cette transformation. Et l'accélération, de ce point de vue-là, elle est compliquée à faire passer. Vous parlez du corps professoral, mais ce système, justement, parce que l'université, c'est quand même la grande masse des jeunes étudiants. Ouais, je confirme. Moi, j'ai noté que ce qu'a dit Louis, la posture de l'enseignant et du professeur va nécessairement changer, a nécessairement changé. Et l'une des difficultés que l'on a nous et je pense que c'est la même chose dans les écoles, c'est que cette transformation, cet accompagnement du changement des enseignements qui passe par la formation, comme l'évoque Louis, mais aussi par l'acceptation qu'on n'est plus dans un monde où on a le grand professeur de chaire qui dispense son savoir, qui tombe miraculeusement sur tous les enseignants, mais qu'on est dans d'autres modes de transmission. Je pense que c'est vraiment c'est ce changement-là que, en tant que président d'université, on doit accompagner, on doit favoriser parce qu'il n'est pas totalement naturel. Et on a vu dans la pandémie que il y a un certain nombre de collègues qui ont des difficultés à maîtriser l'outil numérique et à faire et faire évoluer leurs pratiques. La conduite du changement, ça concerne aussi l'université. Louis Vogel, vous vouliez réagir. Je voulais réagir. Oui, sur la pluridisciplinarité. Peut-être que c'est mon tropisme de juriste. Moi, ça concerne beaucoup les sciences humaines et sociales. Parce que dans ces domaines, les matières se sont beaucoup refermées les unes sur les autres. Or, par exemple, je prends l'étudiant en droit, c'est typique, on a exclu des facultés de droit tout ce qui pouvait gêner, l'économie, la gestion, etc. C'est devenu la faculté de droit. Or, aujourd'hui, un juriste pur, ça n'existe pas. On a besoin d'avoir des connaissances en économie, en gestion, en management, etc. C'est ce que demandent les entrepreneurs, après les entreprises. Et je crois aussi que c'est ce que veulent les étudiants, parce qu'on tourne un peu en rond dans notre matière un peu sèche, abstraite, etc., qui n'a pas assez pris sur le réel. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que dans mon domaine, ces filières mixtes, etc., ça répondait vraiment à une attente. Mélanger la gestion, le droit, mélanger l'économie, le droit, mélanger l'histoire, le droit, mélanger l'art et le droit. Et des étudiants étaient heureux. On avait beaucoup de mal à le faire. Et on était content d'avoir des littéraires qui venaient nous rejoindre. Nous, à Paris 2, on a des gestionnaires. Franck en est l'exemple même. Et puisqu'il était à Paris 2 avant d'aller, voilà. Donc, mais on a beaucoup de mal à lever le carcan là. Voilà. Vous vouliez réagir? Oui, je suis absolument d'accord avec ce que dit Louis. Peut-être que c'est variable selon les grandes disciplines, mais en tout cas, et c'est peut-être un paradoxe avec lequel il faut jouer dans nos établissements, que ce soit université ou école, c'est précisément d'ouvrir largement les têtes et les esprits. Par exemple, dans les AESCP, alors qu'on est école de gestion, on fait tout ce qu'on peut pour faire ce qu'on appelle ABCDE. ABCDE, c'est ouvrir vers les arts au sens anglo-saxon, liberal arts. B, c'est le business, évidemment, ça c'est le fonds de commerce. Le cœur. C, eh bien, ça va être tout ce qui est la culture, l'international, les différentes cultures. D, la diplomatie, les questions géopolitiques sont extrêmement importantes, comme on le voit. Et puis E, c'est l'engineering. Et puis, avec cette base-là, eh bien, on sait qu'il y a des tas de métiers qui ne sont pas encore profilés. Ce socle-là, il sera utile à un moment pour y greffer, j'allais dire, des spécialisations qui d'ailleurs vont changer et se modifier. Tout à l'heure, Louis parlait des DEA et des DESS qui étaient parfois ancrés pour 10, 20, 30 ans et le professeur faisait sa carrière dans le DESS qu'il avait créé.
Ça, je n'y crois pas. Le temps d'une carrière, il se fera peut-être 5 ou 6 spécialisations et non plus simplement des spécialisations créées une fois pour toutes pour le long terme. On l'a vu, hein, le mode projet aussi, hein, qui évolue énormément, puisque toutes les équipes pluridisciplinaires vont se retrouver non plus dans des grands amphis, mais dans des open space. C'est ce qu'on prévoit aussi, hein, les salles de cours. Hein, je crois que plusieurs d'entre vous m'ont dit les amphithéâtres où il y a plein d'étudiants, ben c'est un peu fini, hein, quand même, on va travailler en mode projet. Alors, deuxième question que je soumets à votre sagacité, chers intervenants, et on va commencer encore par Enora. Excusez-moi de vous solliciter à nouveau, Enora. Est-ce que la transformation qu'on connaît, l'accélération dont on parlait, elle n'est donc pas que digitale, pas que distancielle versus présentielle? C'est pas qu'une histoire de technologie. En effet, je ne vois pas vraiment où vous vouliez en venir. Ma question, c'est que qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'étudiante? Et Nora, si vous répondez comme ça, je ne vous interroge plus. Attention. Hein. Je regarde un peu, du coup, j'ai du mal à suivre. Non, je vous disais, Nora, est-ce que finalement, demain, quel sera cet équilibre entre le présentiel et le distanciel? Et qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que vice-présidente et puis étudiante, puisque vous êtes encore, si je puis dire, dans le dur en ce moment? Ah bah oui, ça serait un petit peu compliqué sinon. Je pense que l'équilibre se fera en fonction des filières, en fonction des besoins et aussi en fonction des profils. Parce que, actuellement, il y a déjà des formations que certains étudiants suivent à distance en vivant à l'autre bout de la France et d'autres formations qui sont de base en présentiel, c'est la plupart, mais il y a aussi, grâce au fait que le gouvernement nous permette de revenir un petit peu en présentiel, on voit, rien que dans mon université, qu'effectivement, il y a des filières où il y a beaucoup de retours en présentiel, alors que certaines filières restent quand même majoritairement en distanciel, parce que c'est plus pratique, c'est plus simple, les enseignements fonctionnent mieux pour ces TD-là particulièrement, en distanciel plutôt qu'en présentiel, et ça s'adapte aussi à ce que disait Gilles tout à l'heure, le fait qu'il y a des étudiants qui ont beaucoup de temps de transport et qu'il y a des vies à côté qui ne sont pas forcément simples à allier avec le fait de venir en cours pendant la crise sanitaire. Donc je pense que ça pourrait continuer comme ça et que l'hybridation présentielle et distancielle s'adapterait. L'hybridation, vous avez lâché le mot. Monique, présence et distance, vous me disiez, au fond, c'est ça l'individualisation, c'est pouvoir justement faire fixer soi-même ses propres curseurs, ou en tout cas avec l'aide du prof et de sa formation. Oui, tout à fait. Et en entendant Enora à l'instant, je me disais que ça renvoyait tout de suite à la notion d'autonomie des établissements, parce que manifestement, c'est tout à fait impossible de mesures d'hybridation, si je puis dire, du système, qui soient les mêmes pour tous et qui ne tiennent pas compte des caractéristiques des formations, on l'a dit, mais aussi du territoire dans lequel sont les étudiants, de la caractéristique homogène ou non du campus universitaire. Ça renvoie, ça réinterroge vraiment d'ailleurs la notion de campus en tant que tel, c'est-à-dire que ça touche la partie à distance, mais ça demande aussi peut-être de revoir les modalités même du présentiel. On sait bien, par exemple, que les étudiants se plaignent beaucoup, et ça ressort très clairement dans nos enquêtes, de ne pas avoir leurs propres contraintes prises en compte dans les emplois du temps, qui, disent-ils souvent, sont beaucoup plus conformes aux attentes des enseignants que des étudiants. Donc ça c'est une caricature, mais qu'il va falloir quand même intégrer là encore dans une vision relativement globale. C'est-à-dire que si on a un modèle mixte, ce modèle, il devra prendre en compte effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire certains étudiants préféreront, pour des raisons par exemple d'équilibre personnel, venir en présentiel, d'autres au contraire qui habiteront plus loin ou qui auront des contraintes. On a des étudiants parents par exemple qui ont beaucoup de difficultés à gérer leur temps et l'utilisation de l'espace collectif de l'université ou de l'établissement. Donc tout ceci, c'est autant de situations différentes, et il va falloir mettre beaucoup de souplesse pour trouver cet équilibre entre le présentiel et l'enseignement à distance. Franck Bournois, alors vous êtes allé très vite aussi pour mettre en place cet enseignement à distance avec les campus européens. C'était d'autant plus important pour vous à l'ESCP. Mais pour autant, c'est
c'est une nouvelle organisation qui se met en place parce que vos étudiants attendent autre chose et les profs qui ont pris en main le sujet eux-mêmes ont changé leur approche. Et cette transformation, elle se fera par la technologie, mais pas que. Hein, c'est là où je voulais en venir. Oui, je crois qu'il y a des tas de choses qui vont se produire là sur la technologie. Je rebondis juste ce que disait Monique sur le présentiel ou le distanciel. Moi, je suis marqué. Je donne un exemple très concret. Il ne faut pas les opposer parce que on constate même que les élèves, dans leur apprentissage, se créent, et pas tous en même temps, des situations différentes. Je donne un exemple. Si je suis en présentiel, eh bien, je bénéficie immédiatement du professeur en direct, je le vois, je peux lui parler, etc. Mais quand je suis là, j'ai aussi des camarades qui sont en distanciel. Mais je peux aussi, alors que je suis en présentiel, me comporter comme si j'étais en distanciel et échanger avec mes camarades en sous-groupe et bénéficier à la fois du présentiel et du distanciel. Donc, on est en train de mesurer tout ça dans les écoles en général, dans l'université, j'imagine, et on voit que les formes d'apprentissage sont très liées à la pédagogie. À côté de cela, alors là, je ne sais pas si c'est un pavé dans la mare, mais il faut aussi se rendre compte que pour les collègues enseignants, ça correspond à des changements d'attitude fondamentales. Hein. Je pense qu'on faudra à un moment peut-être repenser, regarder comment le fameux, alors dans l'université, 128 heures de cours ou de service comme étant le standard, comment tout ceci peut s'adapter dans un monde où il va falloir créer plutôt des capsules, des modules numériques. Hein. On est quand même dans un monde, reconnaissons-le, où les enseignants du supérieur ne sont pas formés au moment de leur nomination, à aucun moment d'ailleurs en termes de pédagogie. Et là, il va y avoir des choses à faire. C'est pour tout l'enseignement supérieur dans le monde. Il y a des choses fondamentales qui se passent et on peut en discuter. C'est tout un chapitre, ça aussi, du côté des enseignants. Et puis, ces mélanges… Franck, oui. Franck, vous êtes retoqué, c'est 192 heures de service. Non. C'est quelqu'un qui me fait la remarque, voilà. Non, c'est 128 heures de cours ou 192 heures TD, tout le monde le sait. Oui, voilà. Voilà. Victime des arcades de l'université. Voilà, et puis pour les disciplines où il y a encore des travaux pratiques, c'est le double. Bon, ceci pour dire que un point important qu'a dit Enora, c'est la question du parcours individuel. On va pouvoir maintenant suivre, moi je suis fasciné par ça, organiser la traçabilité de l'étudiant. On va avoir la possibilité de l'accompagner parce qu'il va passer à un moment sur le campus, à tel endroit, il y aura une borne, hein, les e-beacons, qui vont permettre de voir qu'il est peut-être à l'heure en retard, qu'il n'a peut-être pas lu ceci, qu'il faut encore lui donner des ressources complémentaires parce qu'il s'est choisi une spécialisation dans le droit de ceci ou dans l'ingénierie de cela. Ça va permettre des choses incroyables en termes de préparation des concours, la gestion des examens. On a, à côté de la pédagogie, enfin de la technologie pour la pédagogie, il y a quelque chose de fondamental qui se joue, c'est aussi toute la technologie de l'administration en général de l'enseignement supérieur. Et il ne faut surtout pas les penser de façon séparée, parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc les enjeux derrière tout cela, que bien entendu on pouvait imaginer avant la pandémie, là ils se prennent quasiment immédiatement parce qu'on est, et là je souhaite le dire parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, dans une compétition mondiale pour ces choses-là, et on veut tous que notre enseignement supérieur français, hein, université, école, soit au rendez-vous, parce que je crois qu'il va se passer des choses extrêmement nouvelles. Alors justement, Gilles Roussel, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, parce que je sais que vous n'allez pas retenir les propos, mais en tout cas, un professeur aujourd'hui, eh bien, on lui écrit la nuit,
on attend une réponse, puisque le digital, c'est de pouvoir échanger rapidement, c'est de pouvoir disposer des ressources quand on veut, c'est pouvoir agir. Je rappelle juste une anecdote, dans une université allemande, il y a eu un sondage qui est le meilleur assistant. C'était un bot, parce qu'il répondait à tout moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quand même une transformation qui s'opère, et tout ça sur les charges des enseignants, sur la mobilisation, sur ces plages horaires qu'il faudra réfléchir, sur les ressources disponibles. On voit bien que cette transformation n'est pas, certes, que technologique, mais elle impacte quand même considérablement demain. C'est évident, hein. La transformation n'est pas que technologique, mais la technologie a un impact sur la transformation et tout ce que ça peut donner derrière. Donc, tout à l'heure, sous forme d'un peu de provocation, j'ai dit que j'étais contre la question de la pluridisciplinarité. En fait, j'ai pas dit ça exactement. J'ai dit que j'étais pour l'individualisation du parcours et effectivement, le numérique permet, en individualisant les parcours, de faire de la pluridisciplinarité. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec Louis et avec Franck sur le fait qu'il faut proposer à des étudiants de l'ouverture et pas que dans les disciplines de sciences humaines et sociales. Mais ce que je veux dire, c'est que l'outil numérique permet plus facilement d'accompagner cette pluridisciplinarité parce que moins de contraintes horaires, moins de contraintes de lieu, et donc on peut aussi aller plus loin dans cette dimension-là en individualisant beaucoup plus qu'on le faisait par le passé. Donc ça, c'est une première dimension d'individualisation, c'est celle du contenu pédagogique. Il me semble également, alors là, je vais vous faire part d'une expérience, donc comme on est quand même dans une période un peu particulière, puis que j'ai arrêté d'être président de la CPU, je me suis dit, je vais reprendre quand même quelques enseignements pour voir comment ça se passe en ce moment, et donc j'ai repris un TP. Bon, je rentre pas dans les débats du nombre d'heures, comment on les compte et ainsi de suite avec Franck et Louis qui savent mieux compter que moi, mais en l'occurrence, j'ai donc eu cette expérience. Donc j'ai commencé là, au deuxième semestre et on est arrivé au moment où le ministère nous a dit il faut recommencer à revenir un jour par semaine, faire revenir les étudiants un jour par semaine. Donc déjà première chose, oh là, il y a quelque chose qui sonne. Désolé. C'était pas évident pour tout le monde de se dire, mais maintenant on était passé tout en distance, comment on fait pour faire revenir les étudiants? Et donc on a eu un moment où, en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir tout en présence ou tout en distance. Donc l'hybride, c'est compliqué. Voilà. Donc déjà, on a mis un petit peu de temps à dire qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis dans les choses qu'on s'est dites, c'est peut-être que tous les étudiants ne peuvent pas revenir. Donc on va leur proposer des choses un peu différentes. Donc mon TP que je faisais habituellement là à distance avec mes 12 étudiants, parce que c'est un TP d'informatique sur ordinateur, on a dit, plutôt que faire revenir tout le monde, on va proposer à ceux qui veulent venir de venir, et puis à ceux qui veulent rester chez eux de continuer à distance. Et le deuxième chose, c'est qu'on a dit, puisque Gilles Roussel sera présent ce jour-là, envoyons-lui aussi des étudiants qui pourraient venir pour venir, comme il est omniscient, bien sûr, comme tout président d'université, envoyons-lui des étudiants de la même matière qui pourraient venir pour avoir de l'aide sur d'autres matières. Et donc, je vous donne le résultat, c'est que j'ai 12 étudiants normalement. J'ai eu 5 étudiants régulièrement là qui sont venus à mes TP en présence, les autres restant à distance. Et puis, j'ai eu un étudiant, alors c'est pas un horaire facile puisque c'est le vendredi quand même de 4 à 6, mais j'ai quand même eu un étudiant qui est venu aussi pour écouter, pour que je puisse l'aider dans ses enseignements, autre que celui que j'étais en train d'enseigner. Et donc cette expérience montre que le numérique permet quand même de bien individualiser les choses. C'est possible bien sûr pour ma matière, mais c'est peut-être beaucoup plus compliqué pour d'autres matières. Et j'ai en même temps des étudiants qui sont sur Discord en parallèle de ceux que j'ai en présence. Les attentes sont à peu près les mêmes. J'arrive à peu près à gérer de la même façon les étudiants. C'est probablement dû aussi à ma matière. Et on voit aussi qu'il y a des étudiants qui viennent pas uniquement pour qu'on leur dispense un savoir en lien avec le TP, mais aussi pour pouvoir poser des questions ponctuellement, et que c'est une façon d'enseigner qui est aussi très différente de celle qu'on avait par le passé. Donc voilà, je voulais vous montrer que par ce petit exemple qui vaut probablement pas généralisation de par la différence des disciplines, comme l'a évoqué Honora, quand on fait un TP de chimie, c'est quand même très difficile de le faire à distance, ou quand on apprend à nager, c'est très difficile de le faire en numérique. Mais en revanche, ma petite expérience là sur ce TP montre que le numérique m'a permis de répondre à des attentes très différentes des étudiants. Certains préfèrent rester chez eux, d'autres préfèrent venir, et que peut-être que le bon
la bonne modalité d'enseignement, c'est de dire, on ouvre des salles et on a des enseignants qui sont là pour répondre aux questions des étudiants, mais ça nécessite un changement de posture par rapport à ce que l'on faisait par le passé. Voilà, c'était un peu pour vous faire part de mon expérience. Dernier point que je voulais évoquer, et c'est Franck qui m'y a fait penser. On est au début là de cette révolution du numérique, du suivi des étudiants par le numérique. Je pense qu'il y a probablement des choses à venir sur toutes les questions éthiques et de relations aux données liées aux étudiants et à l'enseignement. On est au début de tout ça, et je pense que dans les années à venir, on va avoir beaucoup de questionnements autour de l'enseignement et la gestion de ces données. Le numérique est vraiment formidable en matière de capacité de transformation, d'adaptation des profils, potentiellement derrière d'analyse des données et d'accompagnement au mieux des étudiants. En revanche, on peut se poser la question quid de l'éthique, des questions légales pour lui autour de ces nouvelles technologies. Louis, vous allez réagir. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on n'en parle pas parce que ça nous porterait très loin, puisque quand on parle d'individualisation, avec l'intelligence artificielle, on pourra corriger les pour faire du fine-tuning, pour suivre les étudiants. C'est vrai que... Pardon ? Le bot dont parlait Franck, qui répond aux questions jour et nuit. Hein. C'est vous qui en parlez, Gilles, s'il vous plaît. Hein. Donc, alors, et bien sûr, vous m'avez coupé dans mon élan. Gilles, alors, oui, je vous repasse la parole. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui a été dit ? Ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des évolutions qui touchent l'université, qui correspondent aussi à des évolutions qui touchent le monde du travail. Et que finalement, on est en train peut-être si on met en œuvre tout ce dont Gilles vient de parler, etc., on est en train sans y penser, de faire une université qui répondra mieux aux attentes du monde du travail. Moi, je vois que dans mon domaine, par exemple, le droit, ça évolue à très grande vitesse. L'avocat traditionnel qui plaidait avec des effets de manche, etc., c'est complètement terminé. Et ici, par exemple, dans des cabinets les plus avancés, on commence à mettre au point des produits d'intelligence artificielle avec lesquels l'avocat va devoir travailler. La recherche, ça va plus être d'aller en bibliothèque consulter des répertoires de jurisprudence. Ce monde est en train de changer complètement. Et ce qui devient très important, qui était complètement ignoré par l'université à un certain moment, c'est justement ces dynamiques de groupe, le leadership, comment animer une équipe. Toutes choses auxquelles l'université formait mal, puisqu'on formait des individus coupés en tranches, complètement isolés des uns des autres, des atomes, qui n'avaient rien à voir. Or, les qualités dont la pratique a besoin aujourd'hui sont complètement différentes de ces qualités-là. Exactement. Et je pense que on a trop privilégié des qualités qui ne sont pas vraiment utiles dans la vie réelle. Et il y a des gens qui ratent à l'université qui seraient excellents dans la vie professionnelle et réciproquement. Vous voyez ? Oui. Vous avez vu encore, on allume un peu plus le système, mais c'est vrai qu'il faut le dire, parce que c'est vrai que quand même l'université doit se réformer et la révolution technologique qu'on connaît, elle permet, technologique et sociétale, une transformation globale est en train de s'opérer. Franck me faisait un signe de la main. Oui, juste une remarque, parce que je souscris à ce que dit Gilles à 100%, 1000% également pour tout ce qui vient d'être dit et ajouté par Louis. Je crois que l'executive education, c'est-à-dire la formation continue, et je sais que tout le monde ici est absolument convaincu de cela et de son importance, c'est la réussite dans la formation continue qui va déterminer la réussite dans la formation initiale. Je m'explique. Si on a des collègues, si on a des professeurs dans l'enseignement supérieur qui sont en mesure de produire des modules, des capsules, peu importe comment on va appeler tout cela, qui vont être achetés ou qui seront utilisés par les entreprises, c'est un gage de réussite absolue. Et ensuite, une fois que le corps professoral aura passé, j'allais dire, l'épreuve de la réussite de modules
pour la formation continue, alors, je dirais, on aura gagné et tout sera évident pour la formation initiale. Parce que demain, je crois qu'actuellement, on sait très bien, on classe Shanghai, etc., les universités, les écoles, ici et là, on les classe par la qualité des élèves, des professeurs, des publications. Mais moi, je suis convaincu que demain, et ce n'est pas très loin, on aura des classements qui vont prendre en compte aussi la visibilité de l'université ou la visibilité des écoles en matière de production numérique attractive à l'échelle mondiale. Une question, ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble, là, on a dit beaucoup de choses, déjà beaucoup de questions et de commentaires sur tout ce qui a été dit. Une question pour vous que je soumets, la qualité de vie, le sens, la quête de sens, la mobilité aussi, ce sont des thèmes beaucoup plus transversaux, mais qui sont, me semble-t-il, fondamentaux pour l'étudiant d'aujourd'hui, mais encore plus pour celui de demain. Enora, est-ce que vous êtes sensible et ce que vous ressentez, ce sont des points importants aussi pour vous? Alors ne me dites pas que vous ne comprenez pas ma question, attention. Hein. Mais pas du tout, j'allais dire évidemment. Évidemment, c'est des sujets en tout cas au niveau des étudiants, on les avait depuis beaucoup plus longtemps en fait. Enfin, beaucoup plus longtemps, ça fait pas non plus très longtemps que je suis là. Je suis étudiante après tout. J'ai une durée de vie dans l'enseignement supérieur assez limitée. Mais oui, la quête de sens et le besoin de qualité de vie en dehors des cours, à côté des cours, de la vie étudiante dont on parlait tout à l'heure justement, c'est un besoin qui existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, malheureusement, ce besoin est plus grand parce que les situations de précarité sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus visibles qu'avant. Donc, c'est pas qu'un discours, c'est très profond. Et le problème, c'est que pour réussir actuellement, on peut pas, à mon sens, on peut pas vraiment se pencher sur l'amélioration de la qualité de vie comme on aurait pu le faire il y a 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on est obligé de gérer l'urgence et c'est plus ça en ce moment qu'on voit. Alors c'est peut-être parce que j'en vois beaucoup tous les jours que je ne pense qu'à ça, mais bien sûr. En tout cas, on essaie de se projeter. Nora, Monique Roseau, la qualité de vie aussi, quand on préparait, on en parlait parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on va évoluer, où est-ce qu'on va grandir. Ça reboucle d'ailleurs avec ce que je disais tout à l'heure sur les villes moyennes. Cette revanche avec des villes qui développent tout un service autour du savoir et de l'économie de la connaissance et des étudiants. Monique, votre point de vue là-dessus? Oui, mais comme ça vient d'être dit à l'instant, je pense qu'effectivement, là, on est un peu dans l'urgence et dans la réponse immédiate. Mais si on se projette, et c'est ce que font quand même beaucoup d'étudiants, on l'a vu dans la dernière enquête de 2020, on voit tout de suite qu'il y a véritablement une préoccupation qui dépasse la présence de l'étudiant sur un site d'apprentissage ou sur même un site universitaire au sens large. On a une demande qui s'exprime de différentes façons. Par exemple, on les a interrogés de façon plus précise sur leur rapport au changement climatique, au respect de l'environnement, etc. Sur toutes ces questions-là, on a une réponse qui est extrêmement homogène. On a 86% des étudiants qui se déclarent inquiets, voire très inquiets, de toutes les problématiques liées justement au respect de l'environnement, y compris sur les campus. Ça revient aussi à prendre en compte la dimension de responsabilité sociétale des établissements, et je crois que ça c'est quelque chose qui va vraiment être très présent dans les réflexions à venir sur la nouvelle façon de répondre à ces attentes des étudiants. Mais la difficulté quand même, il faut être aussi assez réaliste. On a à peu près 1/3 en moyenne des étudiants qui se disent bien intégrés ou très bien intégrés dans leur établissement. Alors ça, c'est une moyenne. Quand on regarde de près, ce pourcentage, il tombe à 35-36% pour les universités et il est de 63% pour les grandes écoles. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une dimension de service à l'étudiant. Et avant de parler de qualité de service, il faudrait déjà que les services eux-mêmes soient lisibles, soient accessibles, et on retombe sur les outils numériques, et je crois que ce sera très positif justement pour arriver à améliorer la situation. On a une vraie difficulté et elle n'est pas du tout récente, elle est vraiment très enregistrée, si je puis dire, par les étudiants. Ils demandent une simplification, une accessibilité beaucoup plus fluide à tout ce qui est service
service à l'étudiant. Et ça, c'est une piste intéressante parce que ça veut dire que on parle de l'enseignement à distance, mais si on parle aussi des prestations, que ce soit en matière de santé, en matière d'accès aux dossiers des étudiants, etc., il y a plein d'exemples qui montrent qu'on pourrait gagner du temps en fait de services, tout simplement en simplifiant et en numérisant un certain nombre de procédures pour les étudiants. Et je crois que ça, les éléments qualitatifs, en fait, ils sont très nombreux. On n'est pas obligé de faire une révolution généralisée. Je crois que notamment sur le côté financier des aides aussi, ça c'est quelque chose qui a été très bien analysé à plusieurs reprises. On a un système aujourd'hui d'aide qui est conséquent en termes de volume monétaire, mais qui est souvent très complexe à utiliser avec et évidemment le fait d'avoir ajouté pas mal de mesures cette année qui étaient tout à fait légitimes, mais ça n'a pas simplifié le problème. Il faut absolument aussi sur cet aspect économique de la vie des étudiants avant d'aller vers peut-être une amélioration quantitative qui est à l'étude en ce moment, avec beaucoup de pistes de réflexion. Il faudrait tout simplement déjà améliorer le système existant, les systèmes existants. Tout ça, ça fait partie d'une qualité de vie pour les étudiants. Non, c'est vrai que le service, on n'en parle pas assez. Un président d'université me parlait de la convention de stage. Il faut pouvoir l'avoir facilement, pas faire la queue dans un secrétariat pour avoir ce bout de papier. Il doit être digitalisé, il doit être complètement accessible et plein de documents comme ça. Ça fait partie de la qualité de vie et de la réforme, sans doute, des établissements. Franck Bournois, le patron d'HEC a changé, vous le savez. Hein, Loïc a pris la tête de l'école. Et parmi les exigences, ce que lui demandaient les étudiants, ils ont exigé des engagements sur le développement durable et sur l'impact de l'école. Ça veut dire que les jeunes sont sensibles à cette qualité. Absolument, et je crois que les écoles l'ont déjà toutes intégré. Il existe des chaires sur l'économie circulaire. Les départements dans les écoles de gestion, généralement, il y a un département pédagogique de sustainability. Tout cela aussi parce que c'est un mouvement général dans la société avec un grand S, hein, puisque on n'a pas encore dit le mot, mais on a bien affaire à cette génération qu'on appelle techniquement chez les sociologues la génération Z, hein, cette génération qui a un rapport tout à fait particulier à l'environnement, au respect de l'individu, aux questions identitaires, etc., etc., tout comme dans les entreprises qui emploie les jeunes diplômés des universités et des écoles, se développe la question de l'ESG, environnement, société, gouvernance, tout ça est extrêmement lié. Où on a des efforts, et ça a été un petit peu dit par Harmonique, c'est que derrière, il faut suivre aussi dans la réalité de nos établissements, hein, comme disent les anglo-saxons, we must walk the talk, c'est-à-dire que lorsque on enseigne tout ceci, lorsqu'il y a des enseignants qui expliquent les méthodologies, les approches par rapport à l'environnement, et qu'on a des lumières qui, sans arrêt, du matin au soir, sont allumées, qu'on n'a pas une approche raisonnée et raisonnable des déchets, et ça se peut se comprendre aussi parce qu'on a des établissements, des bâtiments qui n'ont pas été prévus pour tout cela, eh bien ça veut dire que revient auprès de l'établissement la nécessité de gérer ces tensions entre ce que l'on est capable d'enseigner pour les préparer à la vie de demain et la réalité de ce qu'ils vivent dans l'établissement qui n'applique peut-être pas non plus ce qu'ils ont en tête. Ces questions du sens sont extrêmement développées dans cette génération, parfois avec des sensibilités exacerbées, parce que je pense que l'Observatoire regarde peut-être aussi tout cela. Dans cette génération Z, hein, qui est née dans les années 95, on va dire, eh bien, on a aussi une sous-partie qui s'appelle comment s'appelle, la snowflake en anglais, donc en français, la génération flocon de neige, c'est-à-dire flocon de neige, c'est-à-dire qui se sent fragile, qui se sent parfois un peu agressé, qui va être très revendicative. Et je ne dis pas ça de façon négative parce qu'il faut l'entendre, parce que je pense que ces questions-là sont des questions qui vont aussi se jouer dans les années qui viennent. Mais encore une fois, éthique, rapport à l'individu, les droits de l'homme, le respect
ce sont des valeurs qui doivent être aussi reçues, entendues, vécues dans nos établissements, et on a beaucoup de choses à porter. Gilles Roussel, hein, vous me l'avez dit, hein, c'est pour ça, c'est vous qui m'avez donné l'idée de cette question. On sent une montée des attentes en termes de qualité d'accueil, de service, de gestion administrative, de services rendus. Ça fait partie aussi hein, de l'étudiant, de ses attentes du 21e siècle. Oui, tout à fait. Hein. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Les attentes vis-à-vis de l'exemplarité de nos établissements en matière de développement, de respect de l'environnement, de respect de tous les principes des objectifs de développement durable. Donc toute cette dimension-là est très présente. La nécessité de mieux adapter les services et notamment en s'appuyant sur le numérique, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Les étudiants ne peuvent plus accepter de venir s'inscrire et de faire ça des queues interminables devant des guichets. Malheureusement, il existe encore des universités dans lesquelles c'est encore le cas. Hein. C'est pas le cas chez nous, Enora, c'est pour ça que ça te dit rien. Mais nous, on a pas mal avancé. Mais je pense que derrière tout ça, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est une différence de posture là qui n'est plus de l'enseignant avec l'étudiant, mais de l'institution vis-à-vis de ses étudiants. Donc il y a un changement de posture, il me semble, à avoir vis-à-vis des étudiants dans les universités pour mieux prendre en compte leurs attentes et les écouter et ne plus être là que comme des institutions qui détiennent la vérité et qui donnent des réponses aux étudiants. Et je voudrais faire part là d'une expérience qu'on est en train de mener au sein de l'université Gustave Eiffel. Ouais, non. Vous parlez de relations clients, c'est bien ça? Faut se mettre en posture. On peut l'exprimer comme ça, effectivement. C'est de dire que l'étudiant ne le voit plus que comme un étudiant qui doit s'adapter au système, mais bien comme un client du service public et que c'est un service qu'on lui rend et que dans ces conditions-là, il faut écouter ce que l'étudiant a à dire. Et je voulais faire part d'une expérience qu'on est en train de mener. Alors, on est au début de l'expérience et Nora, qui est vice-présidente de l'université, qui préside ce parlement étudiant qu'on vient de mettre en place au sein de l'université Gustave Eiffel. Je pense que c'est une expérience intéressante. C'est une instance officielle de l'université qui n'est composée quasi exclusivement que d'étudiants représentants des filières, d'étudiants représentant des associations. Et le pari que l'on fait avec ce parlement, c'est vraiment que les étudiants auxquels on fait confiance, d'une part, vont proposer des choses qui vont être utiles à l'établissement et qui vont nourrir la stratégie de l'établissement avec leur point de vue. Et je pense que voilà, donc on est au tout début. Ça fait deux réunions du Parlement étudiant qui ont eu lieu dans notre nouvelle université Gustave Eiffel. Chaque fois que j'ai des collègues qui sortent de ce Parlement, ils en sortent ravis parce que c'est réjouissant, c'est rafraîchissant. Il y a plein d'idées nouvelles qui sortent il y en a certaines, qui sont un peu farfelues, il faut bien le reconnaître, mais globalement, ça fait avancer l'établissement. Donc moi, je voudrais insister sur le fait attendre des étudiants. Dernier point que je voulais évoquer, parce que c'est pour rebondir sur ce que disait Louis au début, sur la quête de sens. Oui, les étudiants sont de plus en plus dans la recherche d'un sens à leurs études. Mais le premier sens qu'ils cherchent à leurs études, la plupart d'entre eux, c'est trouver un boulot à l'issue de leur formation. Et ça, c'est vraiment prégnant. Et ce qui me fait dire ça, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui avec les difficultés liées à la formation à distance et la perte de lien, c'est que beaucoup d'entre eux, en ce moment, se posent la question, nous disent mais à quoi ça sert de bosser si derrière j'arrive pas à trouver du boulot quand je sors là à la fin de l'année parce que il y a des difficultés d'insertion liées à la pandémie. Et donc on voit que l'un des premiers sens à leurs études, c'est je travaille aussi parce que derrière il y a une promesse de travail et d'insertion dans le monde socio-économique. Voilà, c'est ce que je voulais dire autour de ce sens. Vous voulez commenter, oui? Voilà, vous direz quelque chose après, parce que Gilles, je voulais vous questionner justement tout ça, au fond, le Parlement, les ambitions, l'idée, on bute quand même sur un problème, et je poserai la question à tout le monde, sur un problème financier, évidemment. On parle de projets massifs d'investissement dans l'économie de la connaissance. Rien que pour rénover des bâtiments, il faudrait investir massivement. Et je poserai la question à Enora, finalement, elle se retrouve finalement confrontée à ces problèmes de moyens. Alors, quel est votre regard? Et donnez-nous l'exemple de Gustave Eiffel.
Alors, bien sûr, il y a toujours derrière une question de moyens, une capacité à investir dans les transformations. Mais pour moi, l'université, elle a besoin d'investissement aujourd'hui plus que de moyens de fonctionnement. Et bien sûr, elle a besoin de moyens de fonctionnement et d'améliorer, mais on a aussi besoin dans cette période-là de moyens d'investir pour transformer nos établissements et accompagner ces changements qu'on a évoqués pendant toute cette réunion. Cette transition qui va probablement être longue, elle a besoin qu'on investisse et qu'on mette des moyens pour que, eh bien, on puisse accompagner les enseignants, les étudiants, les services administratifs sur cette transformation de la relation université-étudiant, université-personnel qui est en complète mutation en ce moment. Vous avez les moyens, vous? On a bien sûr pas assez de moyens. Alors, des moyens financiers, c'est une chose, mais il y a les moyens humains. Et aujourd'hui, ce sur quoi on bute beaucoup, c'est la capacité à avoir des personnes qui sont là pour enseigner, pour accompagner les étudiants, pour gérer l'administration. Donc, les moyens, je dirais, c'est des moyens humains qui nous manquent plus que des moyens financiers ou de fonctionnement aujourd'hui. Et d'organisation, hein. Vous me disiez qu'il faudrait parfois rénover aussi cette organisation, parfois au niveau de l'université. Nora, je rebondis sur ce qu'a dit votre président, votre cher président. On a besoin d'argent quand même pour tout ça. Mais évidemment, mais on a besoin d'argent pour avoir des moyens humains. Donc, est-ce que vous le sentez, vous, qu'il y a un manque d'investissement ou un besoin d'investissement important sur l'univers, le champ étudiant? Un besoin d'investissement, c'est évident, parce qu'en fait, on est très rapidement confronté à ce manque de moyens humains. Alors, pour les moyens financiers, maintenant, on est un peu plus à l'aise qu'avant grâce à la CEVEC. Mais quand on a de la CEVEC et qu'on n'a personne pour pouvoir aider à mettre en place des projets qui correspondent aux besoins des étudiants, ça bloque. Et ça bloque autant dans la vie étudiante et dans, du coup, ces services aux étudiants dont ils ont besoin et qu'il faut mettre en place aujourd'hui dans les universités, ou améliorer en tout cas, parce que ça existe aussi déjà dans les établissements, mais ça se voit aussi du côté de la formation, parce que nos enseignants qui doivent assurer une charge d'enseignement, plus tout le travail administratif qu'ils ont à faire à côté, en fait, ils ont très très peu de... Je sais que malgré le fait que j'ai certains enseignants qui veulent faire de la pédagogie innovante, prendre du temps pour revoir leur façon d'enseigner et de nous transmettre leur savoir, mais en fait, ils n'ont pas le temps et ils n'arrivent pas à trouver le temps pour pouvoir faire tout ça parce qu'il y a une charge administrative qui est énorme à côté. Donc, c'est dans tous les versants et dans tous les aspects de la vie d'un étudiant, que ce soit sur la formation ou sur la vie étudiante ou même sur l'insertion professionnelle, les services d'aide à l'orientation, tout ça, il y a un besoin de moyens financiers pour avoir des moyens humains. Monique Roseau, vous le sentez vous aussi que la vie étudiante, on va dire, a besoin d'être accompagnée mieux, et en tout cas, en monnaie sonnante et trébuchante, pas qu'avec des bonnes intentions? Oui, mais je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. On a vu que il y a eu quand même un effort financier, mais qui était lié à la crise, c'est-à-dire qu'il y a eu des aides directes, il y a eu donc la CEVEC, la contribution vie étudiante, qui a permis de réaliser un certain nombre de projets. La difficulté maintenant, c'est de passer à des mesures plus pérennes. Et moi, je rejoins complètement Gilles quand il dit il y a une dimension investissement. Il faut savoir investir dans la vie étudiante. Ça passe par l'immobilier, par exemple. La dimension immobilière pour le patrimoine des universités au service des étudiants, ça veut dire transformer aussi des locaux. Quand on a parlé tout à l'heure de l'enseignement à distance, de façon mixte, il faudra bien, à la place des amphis, reconfigurer autrement les locaux. Il y a une dimension valorisation aussi du patrimoine immobilier qui peut permettre de dégager des crédits pour la vie étudiante et pour globalement la transformation, justement. La question des ressources humaines, elle est centrale. C'est vrai qu'on voit bien qu'en termes, par exemple, d'ingénierie pédagogique, il y a vraiment des progrès pratiquement dans tous les établissements et qu'il va falloir soutenir de façon beaucoup plus significative que si on laissait se profiler des plans de formation habituels. Ça pose la question globale de la formation des enseignants au sens large, notamment initiale, mais on a des moyens aujourd'hui, et en particulier
pour valoriser, par exemple, on a dit que les étudiants n'étaient pas toujours suffisamment associés, suffisamment présents. Il y a des initiatives qui fleurissent un petit peu partout, mais ce qu'on peut regarder aussi, c'est des initiatives relativement à notre portée et qui sont sous-utilisées. Par exemple, l'emploi étudiant. L'emploi étudiant sur les établissements eux-mêmes, c'est un bonus assuré en termes d'insertion professionnelle, en termes d'appartenance à une même communauté étudiante. Enfin, il n'y a que des avantages. Et on a vu qu'en décembre 2020, on était à peine encore à 2% d'emplois étudiants sur l'ensemble, la totalité des établissements universitaires, ce qui est quand même très, très peu. Et malgré le fait qu'on ait fait évoluer la législation en 2017 pour faciliter et rendre plus agiles les modalités de recrutement. Donc, il y a des pistes quand même qu'on va pouvoir utiliser, mais une des clés, et ça a été évoqué à 2 reprises, c'est qu'il faut arriver à mieux associer les étudiants eux-mêmes à ces réflexions nouvelles. C'est-à-dire que la représentation étudiante, elle est pour l'instant très institutionnelle. Et ce qu'on a entendu sur un parlement étudiant, je pense que ces initiatives-là ont tout intérêt à se développer partout, parce qu'on voit qu'il y a un énorme différentiel entre un discours très institutionnel dans les instances, y compris nationales, des représentants étudiants, et les associations, groupes d'étudiants qui ont pris beaucoup d'initiatives pendant cette année de crise et qui ont finalement nourri ce qui se passait sur le terrain, alors que ces associations parfois n'existaient même pas avant 2020. Donc on a un problème de représentation, de relais intermédiaire en quelque sorte de la communauté étudiante qu'il va falloir encourager, soutenir et peut-être accepter des formes tout à fait nouvelles et différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. On pourra comprendre l'expérience étudiante que si on parle aux étudiants, évidemment, ça tombe oui. en sens. Surtout ne pas parler à leur place, et ça c'est le plus difficile. Nous, on a donné la parole à Enora, hein, même si parfois je suis pas très clair. Elle a réussi à nous dire quelques petites choses. Franck, c'est vous qui m'avez parlé, je balance. Allez, c'est vous qui m'avez parlé des investissements quand même qu'il faudrait consentir. Au niveau d'une grande école, c'est assez possible, puisqu'on peut lever quelques millions pour transformer. Au niveau de l'université, c'est un vrai sujet. Au niveau de l'ensemble de l'enseignement supérieur. Non, c'est un vrai sujet, même si on sait que globalement, le coût d'un étudiant par an, c'est autour de 15-20 000 euros. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est le coût, quel que soit le système. Je crois que le maître mot, en écoutant Gilles et Monique et Nora discuter, je crois que le maître mot de tout cela, un peu le fronton, le chapeau, c'est la question de la proximité. On l'a dit, il faut être proche des usagers, étudiants, des services, etc. Il faut être proche des entreprises. Hein. Moi, je vais être peut-être là encore un peu en avance, mais je pense qu'il faudrait obliger, quels que soient les établissements, hein, que le corps professoral passe plus de temps chez les employeurs, quels qu'ils soient, parce que les sont énormes et ça résoudrait des soucis, des décalages par rapport à l'emploi des vacataires ou des intervenants extérieurs. Sur la proximité des étudiants, on dit qu'il faut les comprendre, mais il faut aussi savoir les écouter. Alors, Gilles parlait du Parlement. Dans SCP, nous, on fait venir les étudiants dans les comités de direction pour parler des sujets qui leur sont chers, comme le développement durable. Et puis, il faut aussi les entendre et parler leur langue. Je crois qu'il y a une langue des étudiants. On n'est pas toujours conscient, mais si on parle avec eux et les générations, voilà, je veux dire, si on fait n'importe quoi dans le langage étudiant, on part en Y. En Y, ça veut dire quoi? On part en roue libre. Il y a des mutations dans les comportements des générations qu'il faut aussi entendre. Voilà, je ne sais pas si Nora va avoir la SEM, hein, ça veut dire est-ce qu'elle va être énervée? Eh bien, tout ça, ce sont des langages. Moi, j'adore pas être confronté avec les élèves parce que savoir aussi comment ils parlent, faire toute une langue étudiante dont on ne parle jamais mais qui existe et qui est très intéressant. Bon, je reviens à notre sujet sur les investissements.
c'est évident, l'immobilier, c'est clé. La technologie fait qu'on ne va plus avoir besoin des mêmes espaces, on a besoin des lieux de vie, on a besoin de safe space, de welcome space, de living space, enfin des espaces de toute nature, surtout dans nos campus urbains. La proximité aussi, c'est connaître les besoins et je crois, alors ça c'est peut-être une déformation professionnelle du professeur de gestion, mais il faut qu'on maintenant dans nos systèmes, on mesure plus, mais qu'on ne mesure pas avec des tableurs Excel, etc., mais qu'on mesure avec des systèmes automatisés. Donc on revient sur la question de la data, qu'on ait des indicateurs, que l'on sache mesurer les progrès d'une année sur l'autre, que l'on ait des bons moyens de comptabilité analytique, de contrôle de gestion. On peut faire des économies aussi, c'est ce que je crois beaucoup, si on sait optimiser, si on est plus près aussi de ce qui se passe dans les établissements parce qu'on a les bons outils. Là, moi je l'ai encore vu à ESCP avec les différents campus dans les différents pays. Franchement, les outils de contrôle de gestion automatisés permettent aussi de mieux savoir utiliser l'argent. Et puis pour les investissements, c'est vrai, après il y a des différences selon les systèmes, mais utilisons bien nos fondations, soyons contents. En France, c'est quand même l'un des meilleurs systèmes fiscaux qui permet à un particulier de pouvoir flécher son don vers l'université, vers les fondations des écoles. On n'a pas encore cette culture anglo-saxonne du give back aussi prononcée, mais là encore, il faut que l'on puisse dégager du temps, créer des liens. En tout cas, les investissements sont nombreux sur aussi les résidences étudiantes, sur tout un tas de dispositifs. Et puis, il faut aussi savoir penser les bourses. Tout à l'heure, en introduction, je crois que c'est toi, Gilbert, ou peut-être Louis qui le disait avec les questions d'ouverture sociale. Il faut aussi que dans nos budgets, hein, on ait conscience et qu'on accompagne tout cela. Donc, une bonne gestion et des outils qui permettent aussi d'avoir les bons moyens de mesurer, ça, c'est indispensable. Alors, il est 19h43, ça fait 1h15 qu'on est ensemble. On a fait un petit tunnel avec nos invités. Vous avez quelques minutes pour réagir, Louis. Mais je vais rebondir sur ce que Franck vient de dire. C'est très compliqué. Par exemple, j'ai parlé d'égalité des chances. Ça ne suffit pas du tout, parce qu'il ne suffit pas de dire tout le monde peut venir à l'université. C'est vrai, mais après, encore faut-il pouvoir y aller. Hein. Il y a tout un morceau du chemin. Et par exemple, moi, autrefois, j'étais très en défaveur de la multiplication des universités un peu partout dans le pays. Je me suis dit, c'est les maires des villes qui veulent avoir chacun son université. C'est une sorte de lutte à Cherbourg, Châteauroux et tous les exemples. Alors, il y en a partout. D'un autre côté, je me rends compte, là où je suis, à Melun, que ça a vraiment du sens, dans certaines limites. Hein, mais jamais, Paris 2 a 2500 étudiants à Melun. C'est énorme. Pourquoi? C'est le fruit du hasard, c'est que quand on a créé les villes nouvelles, Melun, Sénart, dans toutes les universités ou une ville nouvelle, dans toutes les villes nouvelles, on a créé des universités rattachées à des universités mères parisiennes. C'est comme ça que Paris 2 a 2500 étudiants à Melun. La plupart de ces universités ont ensuite été détachées par les élus parce que chacun voulait avoir son université. Ça a donné plein d'universités dans la France entière. Sauf à Melun, c'est resté rattaché à Paris 2. D'ailleurs, l'administration voyait ça d'un mauvais œil, qu'une université dans une académie dépende d'une université dans une autre académie. Hein, ça met un mélange, tout est trop institutionnalisé. Non. Mais cette université, c'est une excellente idée. Ça permet à des personnes d'aller à l'université près de chez elles, alors qu'elles n'auraient pas les moyens financiers de faire autrement. Ensuite, ça permet d'avoir des universités sur mesure. Tout à l'heure, on a parlé de diversification. Les universités doivent être différentes selon les endroits. De faire des tout petits groupes qui permettent justement de remédier à des déficiences culturelles. Et ce qu'on ne pourrait pas faire s'ils venaient directement à Paris, à Assas, noyer dans les énormes amphis, voilà. Et quand ils sont prêts, on les envoie à Paris. Et à Paris, ils sont meilleurs que les Parisiens, parce qu'ils en veulent plus, ils sont plus motivés. Et parce qu'il y a une dynamique qui se fait entre eux, ils forment un petit groupe, ils se soutiennent et il y a des échanges, des interactions. Et ça, c'est fantastique. Alors, donc, c'est quand même très compliqué de produire un véritable effet sur l'inégalité, de le faire vraiment, l'égalité des chances.
Suffit pas de dire je vais te donner une bourse, hein, on est loin du compte. Et il y a des filières qui existent à Melun qui n'existent plus à Paris parce qu'elles correspondent aussi mieux au tissu local. Bah oui. Les PME, TPE qu'il y a à Melun, elles ont besoin de certaines formations en droit, économie, gestion mélangée, etc. Elles vont pas payer un juriste, un économiste, un gestionnaire. Et donc, on a des formations sur mesure et ils trouvent et qui fonctionnent. Et c'est pas des usines à chômeurs. Voilà. Ça correspond véritablement au tissu local. Donc, il y a un tas de choses, mais c'est d'une complexité. On voit bien. Et là, il y a un vrai résultat, hein. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas avec une mesure générale, je vais faire ci, je vais faire une aide de temps, etc. Bon, ça c'est bien. Mais pour vraiment remédier aux problèmes qu'on décrivait au début, ça demande des efforts énormes. Et des efforts très précis. On arrive bientôt à la fin de notre débat. Moi, j'aimerais interroger, en commençant par Gilles cette fois-ci, cette question de l'étudiant de demain, puisque c'est le cœur du débat, hein, de notre débat aujourd'hui. Je répète la question. Quelles sont les attentes de l'étudiant du 21e siècle? Est-ce que cette question n'est pas au fond au cœur de la compétitivité? Vous l'aviez dit, Franck, hein, tout à l'heure, au cœur de la compétitivité de demain dans l'économie de la connaissance et des universités les unes par rapport aux autres. Cette capacité à l'identifier, à le comprendre. Pas qu'avec un Parlement, même si c'est quand même une initiative tout à fait louable, hein, Gilles. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est évident. Avec ce que disait Franck, je suis convaincu également que dans l'avenir, la dimension expérience étudiante à l'université, qui va bien au-delà des questions d'enseignement, sera l'un des critères de choix des formations, des disciplines et de nos établissements, et que dans on est dans une compétition mondiale, hein, de l'économie de la connaissance. On peut le regretter, on peut en dire tout ce qu'on veut. C'est une réalité aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important pour nos établissements, les établissements français, de continuer à pouvoir attirer des étudiants, les étudiants français, de les former, d'élever le niveau de formation de l'ensemble de la population française, qui est voilà notre tradition en France, hein, c'est d'essayer d'élever globalement le niveau de formation, et ça, pour que les étudiants français restent en France, eh bien il faut qu'on leur propose des conditions d'études de très bonne qualité, et c'est dans ce sens-là qu'ils nous attendent, mais aussi pour attirer les étudiants venant de l'étranger et permettre qu'ils étudient dans des bonnes conditions et qu'ils réussissent, et qu'après ils restent en France pour amener des choses à la France, mais aussi pour qu'ils portent une bonne image de notre pays. Je retiens quand même, Gilles, vous avez dit qu'il faut renverser la machine, c'est-à-dire on est bien sur l'étudiant comme client, hein, j'ai un peu mis le mot pour mettre un coup de pied dans le formulaire, mais pour dire aussi qu'il faudra bien quand même le placer au centre du dispositif, sans remettre en cause le rôle des profs, sans remettre tout en cause dans la pédagogie ou l'organisation, mais en tout cas c'est bien sa formation et son avenir qu'il faudra mettre au cœur de la machine. Exactement. On retrouve cet élément-là à tous les niveaux, que ce soit sur les services administratifs, sur l'enseignement, sur ses attentes en matière de vie étudiante de façon générale. C'est vraiment l'étudiant au cœur du dispositif de l'université, l'individualisation de son parcours et de son expérience. Monique, ça vous convient? Hein, on met comment on dit, l'église au milieu du village, c'est ça? L'étudiant au milieu de l'université? Au cœur. Mais oui, mais bon, je n'ai pas un seul mot à retirer à ce que Gilles vient de dire, mais je voudrais simplement rajouter que moi, ce qui me fait assez plaisir, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, on parle beaucoup de politique de vie étudiante et des étudiants en général. Il y a qu'à voir l'emballement des médias, notamment en janvier dernier, quand certains ont fait semblant de découvrir que la précarité étudiante existait en France. Enfin, on a plus sérieusement, on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience généralisée. Et ça, c'est très bien parce que il y a eu beaucoup de discours sur la vie étudiante ces dernières années. Il y a eu des plans de vie étudiante et là encore, ça ne peut être que positif. Mais ça n'a pas entraîné
disons, de conséquences extrêmement durables dans le mode de fonctionnement et dans l'organisation de la vie étudiante elle-même. Et je pense que aujourd'hui, ça, c'est vraiment en train de changer. On a à la fois, je l'ai dit au début, pour moi, ce qui est fondamental, c'est cette notion qualitative qui est en train de prendre, et ça a été confirmé par nos échanges, qui est en train de prendre une place vraiment tout à fait prioritaire. Et sachant aussi que peut-être on pourrait, Gilles vient de parler des établissements, des formations, c'est valable à l'international, mais c'est valable aussi pour les territoires. On voit bien que cette notion d'indicateur sur la politique étudiante au niveau des territoires, elle va aussi s'imposer. Et ce serait bien qu'elle s'impose dans les systèmes d'évaluation des établissements, par exemple. Quand on voit une évaluation type HCERS, on a le sentiment que la vie étudiante, là encore, elle est traitée comme un tout, à part un petit peu du reste. Or, elle s'applique, on l'a bien vu aussi là maintenant cette année, mais déjà bien avant, elle s'applique aux formations, elle s'applique à la gouvernance, elle s'applique à tous les domaines finalement qui font que l'étudiant est placé, c'est le cas, au centre d'un système d'enseignement supérieur. Monique, dites-nous, est-ce que ça peut aller vite? Parce qu'on a envie que ce soit l'année prochaine, dès la rentrée prochaine, que l'étudiant revienne au cœur de toutes les préoccupations. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite parce qu'il y a une pression à la fois du retour. La rentrée 2021 va être extrêmement compliquée à gérer, mais si on ne prend pas en compte aussi tout ce qui vient d'être dit ce soir, c'est-à-dire des échéances un peu plus qualitatives et un peu plus structurantes, on aura raté une occasion. Et moi, je suis très optimiste. Je trouve que cette crise, elle peut être aussi porteuse d'opportunités et il faut savoir les saisir. Et donc, c'est le bon moment et ça peut aller vite. Je ne sais plus quelle était ma question d'ailleurs. Franck, alors, répondez à ma question s'il vous plaît. Rebondissez. Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Ça fait plaisir à entendre. Moi, je crois qu'on a la chance. On ne va pas s'auto-congratuler, mais je crois qu'en France, parmi les patrons d'établissements du supérieur, on a la chance. On parle du sens pour les étudiants et les élèves, mais on a aussi la chance d'avoir quand même des collègues qui sont guidés, animés, je veux dire, le sens de la vie, le sens de notre action à tous, là. C'est cela, je veux dire, on n'a pas toujours cette approche-là dans tous les pays du monde. Et ça, je dois dire que on a une vraie force. Naturellement que la jeunesse a raison, je crois que c'était un des points où il y a des citations très communes entre De Gaulle et Mitterrand, c'est-à-dire la jeunesse ne peut pas avoir tort parce qu'elle est la société de demain. Et puis, je crois que ce qui a été aussi très fort dans les années récentes, là, dans les mois récents, on n'a pas parlé tout à l'heure de cela, mais les élèves font beaucoup progresser aussi les établissements sur les questions de VSS, là, de violences sexuelles, sexistes, tout ça. Ce sont des sujets, on a la chance de pouvoir traiter tout cela maintenant, de l'adresser avec eux, grâce à eux, et je trouve qu'on fait beaucoup progresser dans les établissements aussi toutes ces questions. Voilà. Donc, on doit les entendre. Je reviens sur ma question de la technologie. Gilles parlait de Parlement. On va avoir des dispositifs extrêmement précieux qui, en temps quasi réel, nous permettent de sonder, de consulter, d'entendre. Alors, il faudra bien entendu pas tomber dans un extrême qui consiste à poser des questions sur tout et à n'importe quel moment, mais je veux dire, s'ouvrent devant nous des modalités aussi de gestion et de relation avec les élèves qui, je le maintiens, doivent être au centre. C'est tellement au centre qu'à ESCP, on dit Education Student Centric Proposition, ESCP, la proposition qui doit mettre du point de vue de l'éducation, l'élève au centre. Donc, je ne pourrais pas dire autre chose que cela. We understand, Franck Bournois. Avant de conclure avec Gilles Roussel et Louis Vogel et Nora, une question pour vous. Est-ce qu'on vous écoute comme étudiante? Parce que tout le monde a dit que vous étiez au centre. Est-ce que la vice-présidente étudiante est écoutée? Gilles a dit non, donc c'est non. Je suis écoutée, mais je ne suis pas la seule à être écoutée. Je suis là pour représenter les étudiants et faire en sorte d'avoir qu'une seule voix qui porte vraiment les revendications étudiantes auprès
de Gilles et du reste de la présidence. Mais évidemment qu'on est écouté, heureusement qu'on est écouté, et c'est grâce à ça qu'on a pu construire le Parlement, entre autres. En tout cas, Enora, elle apprécie son président, Gilles. Hein, pour conclure, hein, on pourra finir sur cette note positive. Une question, Gilles, avant de passer la parole finale à Louis Vogel. Est-ce qu'il y a urgence pour aller vers cet étudiant du XXIe siècle, ne pas attendre un plan quinquennal, une prochaine élection présidentielle ou un autre président, qui sait. Il y a urgence quand même dans tout ce qu'on a dit. Il y a urgence et je pense qu'on a tous les outils aujourd'hui pour aller dans cette direction-là. Donc, ce qu'il faut juste, c'est que chacun et chaque établissement se prenne en main et voilà, comme le disait Monique tout à l'heure, profite de son autonomie pour faire des choix qui vont dans ce sens-là. Et bien sûr, on a besoin de moyens supplémentaires, mais il y a surtout besoin de volonté d'être à cette écoute et de transformer nos établissements pour vraiment atteindre cet objectif. Donc voilà, donc je souscris à l'urgence et au fait que on a tous les outils aujourd'hui pour y arriver. Il n'y a pas de fatalité, hein. Vous renoncez, vous refusez d'admettre. Ouais, moi j'y crois pas, je suis toujours optimiste. C'est comme ça qu'on avance. Bon, en tout cas, voilà, c'était passionnant. On a dit plein de choses. Il y aurait encore plein de choses à dire. On aurait pu rester la soirée ensemble. J'ai passé un bon moment excellent. J'ai entendu des choses extrêmement intelligentes, extrêmement pertinentes, surtout pour préparer demain. Parce que c'est cela, au fond, l'essentiel. C'est comment se projeter, comment imaginer l'avenir avec les jeunes étudiants que nous étions. Hein. Oui, il y a encore quelques années. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Vogel, pour ce troisième club Iéna, c'est ça, Iéna? Oui, c'est pas une conclusion, c'est juste quelques réflexions que m'inspire le débat. La première, c'est que il ne suffit pas aujourd'hui de combler une lacune. On a toujours dit l'université formait pas suffisamment aux professions, etc. Bon, c'est les défauts traditionnels de l'université. Il faut bien sûr qu'on améliore ça, mais c'est une chose qu'il faut faire, mais c'est pas du tout à la dimension de la question qui se pose aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un mouvement général dans la société. Bon, s'adapter aux professions, Gilles a bien dit, c'est quand même, il faut pas former des chômeurs. Bon, première. Deuxième chose, il y a quand même un mouvement général dans la société auquel il faut répondre, un mouvement technologique, on a bien vu, dans les valeurs, et et la pandémie fait qu'il y a une accélération. Là, vraiment, c'est Franck qui a mis en valeur. On est à un point crucial. La troisième chose, c'est que ça a des conséquences très importantes. C'est pas du détail. Si on veut que notre université soit à la mesure des attentes de nos étudiants, et c'était le but ce soir, il va y avoir des conséquences très importantes sur l'organisation, sur la pédagogie, sur la localisation, il faut faire Gilles l'a dit, c'est de vrais investissements. C'est pas une petite affaire. Il faut véritablement que l'université devienne une priorité. Et je crois que Monique a dit il faut faire c'est global la vie de l'étudiant, c'est pas seulement les études. Donc faut répondre à une attente globale. Et Maura a dit tout à fait au début, il faut individualiser, il faut faire du global et de l'individuel. La demande elle est complexe, il faut prendre tout en compte et comme ça correspond à des attentes spécifiques. Donc c'est un vrai challenge. Je pense on l'a tous dit, la crise doit être l'occasion de relever le défi. Et je crois qu'on va sortir de là, parce qu'on va en sortir, prêt à faire quelque chose et à rebondir. Et ce rebondissement, il aura aussi lieu dans la vie professionnelle. Je vois bien, les règles du jeu sont en train de changer complètement. Hein. C'est pas que le travail à distance, c'est l'organisation du travail de façon générale. C'est l'intelligence artificielle qui arrive à grande vitesse. Dans 5 ans, les professions seront complètement différentes. Et on est passé à l'ordinateur, là on va passer à autre chose. Et les mêmes ne feront plus les mêmes choses. Mais c'est incroyable, mais les avocats travaillent avec des ingénieurs maintenant. On n'a jamais vu ça. Donc, une vraie, je parle pour Gilles. Et on travaille avec des informaticiens. Vous ne savez pas ce que c'était ces bêtes-là. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et merci pour tout ce que vous avez dit. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez prudents. À très bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.